Mais donc la personnalisation, c'est le sujet qui m'a été donné à traiter aujourd'hui. Donc je me suis dit, je pourrais le faire comme à l'école, thèse, antithèse, synthèse. Je vais vous parler un petit peu de la personnalisation, comment on la voit dans l'industrie. Bon, j'ai passé 12 ans chez HP. HP, surtout Indigo, a été le précurseur de l'impression numérique. Il y en a d'autres maintenant qui suivent, parce que la tendance, c'est une tendance lourde. Tout va passer en numérique, ça c'est clair. Et le numérique apporte un très très grand nombre de choses, et pas uniquement la réduction des délais de production et la réduction des coûts. Ça serait trop facile. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a 4 grands acteurs dans le domaine de l'impression. Et il y en a un qui est plus important que les autres. On parle souvent des imprimeurs, mais en fait les imprimeurs, ils impriment ce que les marques veulent. Ensuite, il y a les constructeurs, les HP, les Heidelberg, les KBA, les Landa et compagnie, les Mutoh, les Mimaki, les Roland. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent des nouvelles technologies pour que les imprimeurs travaillent du mieux possible. Ensuite, il y a les agences. Peut-être, il y en a certains d'entre vous qui travaillent dans des agences de pub, agences de communication, agences de packaging. Vous créez des nouvelles choses, vous envisagez des nouveaux produits. Mais tout ça, vous le faites pour les marques. Les marques, en haut à gauche, c'est vraiment celles qui sont les plus importantes. C'est elles qui inventent ce qu'il y aura demain sur les étagères ou ce qu'il y aura demain en e-commerce. Donc, elles inventent des nouveaux produits et automatiquement, elles achètent du print. Donc, c'est vraiment l'écosystème dans lequel on travaille et il faut toujours avoir ça en tête. Alors, ces marques, qu'est-ce qu'elles font ces marques? Qu'est-ce qu'elles veulent? Quand on résume et qu'on résume, au bout du bout, c'est les 4 choses que veulent les marques. Réduire la complexité et réduire les coûts, bon ça c'est clair. Améliorer les délais de mise sur le marché, il ne faut pas 3 ans pour lancer un produit, ou il ne faut pas 6 mois pour lancer la nouvelle version d'un nouveau yogourt. On va beaucoup plus vite. On peut répondre beaucoup plus facilement à la demande des clients. Elles veulent séduire les consommateurs, ça c'est vraiment le challenge de tous les jours. Parce que quand vous avez dans un supermarché 10 produits qui sont quasi identiques, c'est tous des yaourts par exemple, on va prendre l'exemple des yaourts, des parfums différents, c'est plus lequel vous achetez. La même chose avec les shampoings. Quand vous achetez des shampoings, Mamma Mia, bon j'en utilise pas beaucoup personnellement, mais vous avez 20 flacons qui se ressemblent, lequel vous allez acheter. Et à ce moment-là, la séduction du consommateur, elle est très importante. Et le packaging joue un rôle très très important. 80% des produits ne font pas de publicité. C'est uniquement d'être sur l'étagère, d'être en rayon avec son packaging. Donc ça, c'est un chiffre important à avoir. Et enfin, le dernier souci pour les marques, c'est garantir la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du track and trace, d'où vient le lait, est-ce que c'est vraiment bio, dans quelle ferme le lait a été produit, comment il a été transporté, les délais de péremption, comment utiliser mon produit, comment le recycler. Donc tout ça, c'est des nouveaux sujets dont on parlera plus tard, qui sont extrêmement importants. Donc en gros, vous avez là ce que veulent toutes les marques, quelle que soit la taille des sociétés. On parle souvent des Coca-Cola, des Pepsi, des Procter & Gamble, mais il y a aussi énormément de petites entreprises qui ont la même problématique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elles font ces marques? Alors jusqu'à aujourd'hui, on a eu tout un tas de campagnes, mais ce n'est pas vraiment de la production avec de la personnalisation systématique. Là, vous avez des exemples dans différents pays. Vous avez l'exemple de Nutella qui est très connu, mais juste à côté, vous avez un exemple qui a été fait en Lituanie. Donc la Lituanie est tout aussi moderne que l'Europe de l'Ouest. Vous avez des exemples de PME. Il y a une PME française que j'aime bien, Yoji, avec les produits pour les bébés, la Frozen Baby Food. Vous avez la campagne de Kronenbourg qui a repris un tout petit peu l'idée de Coca-Cola. Alors si un jour vous vous demandez d'où vient l'idée de Coca-Cola, l'idée originelle, elle vient d'Australie. C'est une idée d'une agence de publicité en Australie. Donc vous aurez appris un truc. Donc ça, c'est ce que font les marques aujourd'hui. Elles considèrent le numérique, la personnalisation pour faire des campagnes. Mais ce qui va arriver dans les 5 prochaines années, c'est avec les nouvelles technologies d'impression, on va pouvoir faire de la personnalisation de façon beaucoup plus systématique. Et c'est ça que je vais vous montrer. Ce
Ce qui est important, c'est une marque, elle ne regarde pas que la séduction du consommateur. Elle a aussi d'autres problématiques. Aujourd'hui, les marques, elles veulent comprendre les grandes tendances. Il y a un vieillissement de la population. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, le vieillissement de la population, dont je fais partie? Quand je suis dans un supermarché, si j'oublie mes lunettes, je ne peux rien acheter. Parce que je ne peux pas lire ce qui est écrit sur les produits. Donc, on va concevoir des produits différents pour les personnes âgées. L'enrichissement de la population, ce n'est pas vrai en Europe, mais c'est vrai en Asie. Donc, on a des produits de plus en plus luxueux, entre guillemets, dans les pays émergents. Urbanisation, nomadisme, ça vous l'avez tous vu aujourd'hui. Il y a énormément d'endroits où vous achetez des produits à l'unité pour le déjeuner, on the go, etc. Obésité, maladie, on a des produits, par exemple, la gamme de Nestlé, Lean, cuisine minceur. Bon, bah, ça, c'est des produits qui répondent à des besoins actuels. Et l'obésité est un problème global sur la planète. Alors ensuite, il y a des environnements sécuritaires et environnementaux qui sont de plus en plus populaires. On a parlé des œufs récemment. Avant, on avait parlé de la viande de cheval qui était dans les produits où il devait y avoir de la viande de bœuf, etc., etc. Donc, tous ces éléments un peu plus techniques, par exemple le poids du packaging, c'est quelque chose que les marques veulent réduire au maximum pour réduire les frais de transport. Il y a les produits, par exemple, comme vous avez sur l'image en haut à droite, il y a des produits qui ont changé et qui sont passés d'un conditionnement standard à un conditionnement flexible pour pouvoir être transportés ou pour prendre moins de place. Le recyclage, ça c'est aussi une problématique. Tous les nouveaux matériaux qui existent, vous avez vu la transformation avec les sacs plastiques récemment. Donc ça, il y a des milliers de choses qui ont lieu en même temps, mais ce n'est pas visible, mais ça a un impact sur l'impression ultérieurement. Le track and trace, Antoine en parlera après moi. Ça, c'est aussi très très important de savoir où a été fabriqué le produit, où est-ce qu'il en est dans la supply chain, quelle est sa date réelle de péremption, où est-ce que je vais pouvoir le recycler. Et enfin, tout ce qui est problème de contrefaçon. Dans les médicaments, c'est très important, mais aussi dans d'autres produits, les produits de luxe. Dans certains endroits de Paris que vous connaissez tous, on peut acheter des faux parfums qui ont le même look que les vrais, mais sauf que ce n'en est pas. Mais c'est des choses réelles. Alors en France, c'est anecdotique, mais dans d'autres pays du monde, c'est un réel challenge. Ma femme travaille dans l'industrie pharmaceutique. Il y a des pays en Afrique ou en Asie où vous achetez des médicaments et qui sont censés vous régler par exemple un problème cardiaque, sauf que quand vous allez acheter le faux médicament, vous allez mourir. Donc ça, c'est quand même différent que d'avoir un faux parfum Christian Dior. Ce n'est pas la même conséquence. Donc tous ces problèmes que vous avez sur cette page, c'est là-dessus que travaillent les marques. Et je pense que la troisième intervenante nous en parlera. C'est un challenge au quotidien pour toutes les marques. Alors maintenant, il y a aussi une autre tendance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le packaging est le premier contact physique avec une marque. Tout à l'heure, je vous ai donné le chiffre, vous vous en souvenez, 80%. 80% des produits ne font pas de publicité. Donc, vous allez les découvrir sur le rayon. Et sur le rayon, il faut que le produit il soit aussi attractif que possible, qu'il communique ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ses avantages. Il faut qu'il parle. Donc le packaging est extrêmement important. Et quand vous êtes en retail, évidemment, mais aussi en e-commerce, parce qu'en e-commerce, vous allez voir un produit sur le web, éventuellement il y aura de la virtualisation du produit, vous allez pouvoir le faire tourner, un petit peu comme ce que fait Ikea très récemment. Ils ont lancé un nouveau site Ikea qui vous permet de voir ce siège chez vous. Donc vous pouvez voir s'il a la bonne taille, la bonne couleur, vous pouvez le faire tourner, mais vous n'allez pas encore pouvoir le toucher. Donc les campagnes aujourd'hui, ce qu'on voit, il y en a quelques-unes derrière, c'est des campagnes qui ont été faites par différentes marques. Nutella est un exemple que tout le monde a en tête. Tout ce qui est sérialisation, track and trace, on en a parlé avant, ça c'est ce qui est en train de driver l'accélération de la personnalisation et la réalité augmentée dont je parlais avant. Donc ça, c'est les trois grandes tendances qui vont faire que la personnalisation va vraiment, vraiment s'accélérer. Et le patron de Procter & Gamble, qui est quand même une référence dans l'industrie, disait que l'ambition ultime des marques,
est une relation personnalisée avec chaque consommateur. Donc ça, c'est une ambition. Et la société qui sera capable de créer cette relation va, par définition, gagner. Donc, quand vous discutez avec le patron de Nestlé, quand vous discutez avec Procter & Gamble, quand vous discutez avec toutes les sociétés, elles veulent avoir une relation avec les consommateurs, savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent acheter, etc. Donc ça va par nature accélérer le développement de la personnalisation. Mais la personnalisation, ça ne veut pas dire écrire votre nom, écrire François sur le produit que je veux acheter. Ça, ce n'est pas intéressant. Il y a bien plus de choses qu'on va faire. Et le mot personnalisation, il est un petit peu, je ne sais pas comment on dit en français, misleading. C'est pas vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Et ce que je voulais vous présenter, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet la semaine dernière, en anglais. Le Big Boss de L'Oréal a annoncé les priorités pour L'Oréal, qui est une société française, donc je l'ai pris puisqu'on est à Paris aujourd'hui, les 5 priorités pour le groupe L'Oréal pour les 10 prochaines années. Donc ce n'est pas des priorités pour la semaine prochaine, ce n'est pas une priorité produit. Et je crois qu'il faut qu'on les lise ensemble pour bien comprendre que ces priorités, les concurrents de L'Oréal, ils vont faire la même chose. Et ça va accélérer l'adoption du numérique. Première priorité, accélérer le time to market. Donc ça, c'est clair. On va lancer des nouveaux produits cosmétiques beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus souvent. Et on ne va pas avoir le même produit qui reste pendant 20 ans le même. Sauf si on veut jouer dans la catégorie vintage. Ensuite, augmenter la part des produits connectés. Et quand on pense aux produits connectés, on pense toujours iPhone, la télé, le truc. Non, mais le packaging, on peut le connecter. Et Antoine va vous en parler. Tous les produits que vous allez acheter, ça c'est ma prédiction, dans 5 ans, tous les produits qui vont nous entourer, vous prendrez votre iPhone et vous pourrez avoir des informations de la part de votre produit. Que ce soit une bouteille de shampoing, que ce soit un petit haut-parleur que vous avez acheté, que ce soit n'importe quoi. Donc ça va arriver et c'est ce que veut faire L'Oréal aussi. Troisième objectif, rendre les usines et les lignes de production beaucoup plus flexibles, beaucoup plus agiles. Donc pour faire ça, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire de l'impression à la demande. J'imprime des produits pour le groupe Auchan avec leur propre marque. Et puis en même temps, dans ma même usine qui fait des carottes, je vais imprimer la marque d'un distributeur où je vais faire un produit pour Intermarché. Et tout ça, ça se fait de façon beaucoup plus facile dans les usines. Quatrième objectif, miser sur la personnalisation des produits. Donc c'est lui qui le dit, c'est même pas moi. Donc personnaliser certains produits, c'est ce que souhaite faire L'Oréal. Et enfin, faire du service aux consommateurs, un business driver. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est discuter avec les clients pour avoir une relation avec eux et leur résoudre les problèmes qu'ils peuvent avoir une discussion avec eux, les engager dans les développements des produits, etc. Donc ces 5 priorités, elles illustrent bien, d'après moi, les tendances lourdes auxquelles l'intégralité de l'industrie est confrontée. Alors qu'est-ce qu'on a vu là au cours des 10 dernières minutes? On a vu une évolution où on voit le cycle des produits, le temps que les produits restent en rayon, il diminue. On a de plus en plus de nouveaux produits tous les jours. Quand j'étais petit, des yaourts, il y avait 4 parfums. Maintenant, il y en a 50. Et ça change tout le temps. Il y a toujours des nouveaux parfums à la mode. Et puis ça change. Et ça, on le voit vraiment. La taille des lots, les séries sont de plus en plus courtes. On a des produits qui ont une durée de vie plus courte. Il y a de plus en plus de versions. Donc ça augmente le nombre de jobs que les imprimeurs doivent imprimer. Et enfin, les achats répétés, où on achète toujours la même chose sans se poser de questions, ça aussi, ça change. On a tendance à toujours changer. Et en parallèle, par contre, ce qui augmente, c'est les problématiques de la législation, les contrefaçons. Donc tout ça fait qu'il y a une prolifération du nombre de produits sur les rayons, et en online et en e-commerce. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus de personnalisation, plus d'individualisation, des éditions limitées. Ça, c'est l'environnement dans lequel on va tous vivre. Imprimeurs, fabricants de machines et bien sûr les agences qui créent des nouveaux produits. Et tout ça, c'est ce que veulent les marques. Donc si maintenant on regarde l'évolution sur une durée plus longue, c'est ce qu'on m'a demandé aussi de regarder. Et ça, c'est ce que l'on fait
dans les grands groupes. Et là, je l'ai volontairement mis sur une durée depuis 1900 jusqu'en 2030. Qu'est-ce qui s'est passé en 1900? C'était vraiment de l'artisanat. Vous vouliez un truc, l'artisan vous le faisait, c'était du sur-mesure. C'est en fait tous les bâtiments que vous avez dans Paris. Il y a eu beaucoup de sur-mesure. Ensuite, on est arrivé à la consommation de masse. Donc ça, on va dire, c'est l'après-guerre, les années 50, 60. On a commencé à mettre en place du manufacturing extrêmement automatisé. Et là, l'impression qui dominait à l'époque, l'offset, la flexo, la litho, c'était l'époque de la télévision et des newspapers, des journaux. Bon, maintenant, ça existe toujours. Une époque ne tue pas l'époque précédente. On a toujours des artisans, on a toujours la télé, on a toujours des magazines. Et il y a une nouvelle époque qui est en train de s'ouvrir, c'est l'impression numérique. C'est le monde du online et du social. Tout ça, c'est la même chose. Dans un cas, c'est online et c'est sur votre téléphone. Dans l'autre cas, c'est digital et c'est sur une étiquette ou sur un mailing direct. Et puis plus tard, on aura l'Internet des choses, qui peut être aussi l'Internet des produits. Et on ira à terme dans le monde de la virtualisation. C'est ce que propose aujourd'hui un tout petit peu IKEA avec sa nouvelle application. Alors pour les imprimeurs, s'il y en a parmi vous dans la salle, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous, en tant qu'imprimeur, à un moment, vous faisiez des produits, vous imprimiez des pages. Et qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez proposer des services, le Web2Print, des trucs comme ça. Dans les années qui viennent, il va falloir très rapidement travailler en réseau et en plateforme pour partager les matériels qui sont de plus en plus coûteux, de plus en plus productifs. Et puis à terme, ça c'est des robots, intelligence artificielle, c'est aussi des choses qui finiront par arriver. Mais voilà le monde dans lequel on vit, et ça a un impact très important sur la personnalisation. Et toutes ces technologies s'empilent. L'une ne va pas tuer l'autre. Elles vont travailler ensemble en fonction des besoins. La télé n'a pas tué la radio. Le online, Internet, n'a pas tué la télé. Des chaînes de télévision, vous en avez plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, toutes ces choses existent et le consommateur choisit en fonction de ses besoins. Alors, on parlait de... Qu'est-ce que disent les consommateurs maintenant? Les consommateurs, il y a de plus en plus de online. Toutes les marques font du online. Et il y a des nouvelles expériences de consommateurs. Maintenant, aller dans un shopping center, c'est plus du loisir qu'un achat. Certainement, on fait ses courses, mais on a une nouvelle expérience de shopping. C'est plus émotionnel, c'est expérimental. Et dans ce cadre-là, la personnalisation est très forte. Quelque chose que je voulais partager avec vous sur les conséquences de la personnalisation, c'est que vous avez par exemple, et là on est en France, Intermarché, c'est un acteur très important, ainsi que les private labels comme Tesco, Aldi, Walmart Private Labels, c'est eux qui impriment le plus. Donc les private labels drive aussi les tirages courts et la personnalisation. Et là, on parlait tout à l'heure de l'Internet des choses, Internet of Things, vous l'avez certainement vu ce logo sur Internet. On parle des objets connectés, mais le packaging va être un objet connecté. C'est les petits trucs orange que j'ai rajoutés. Ça peut être une bouteille de lait, ça peut être une boîte. Chaque produit imprimé peut avoir son propre système de traçabilité n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est très, très important. Chaque boîte que vous touchez, chaque objet, peut être connecté à Internet et Antoine va vous le présenter très bientôt. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. On en parle, c'est en train d'arriver. Là, on est en train de fêter le 10e anniversaire de l'iPhone. Ça fait que 10 ans que les iPhones ont été lancés. Ça a changé la façon dont on travaille. Tout le monde utilise tous les jours, une app sur son téléphone. Donc, merci Apple, merci Steve Jobs pour la révolution qui a été faite et qui va impacter maintenant beaucoup d'autres environnements, y compris l'impression. Alors maintenant, on parle souvent on me pose la question, mais François, alors tu parles beaucoup de la personnalisation, mais pourquoi ça ne décolle pas et pourquoi c'est uniquement des campagnes? La raison, elle est simple, c'est que pour les petites entreprises,
En fait, quand on regarde une entreprise, elle regarde trois choses quand elle achète du packaging ou du print. Elle regarde la qualité, la productivité, est-ce qu'elle peut en avoir suffisamment et combien ça coûte. Donc Coca-Cola, quand ils ont fait leur campagne, ils voulaient s'assurer que les machines étaient suffisamment productives pour imprimer les milliards de bouteilles et que le coût par étiquette n'était pas prohibitif. Parce qu'à un moment, on s'arrête. Si vous êtes une petite PME, aujourd'hui, vous pouvez tout faire en numérique. La qualité est fantastique, la productivité est suffisante parce que vous n'avez pas des gros volumes et les coûts, c'est ce que vous pouvez payer, il n'y a pas de problème. Si vous êtes une entreprise de taille moyenne, la qualité est toujours parfaite, la productivité, on y est, on y arrive. Par contre, les coûts, parfois, c'est trop élevé. Et si vous êtes une très grande entreprise, aujourd'hui, les très grands groupes, ils ne font que des campagnes. Il n'y a pas de produits qui sont 100% en numérique. Mais ça va arriver en 2018-2019 avec l'arrivée de nouvelles plateformes d'impression sur le marché, des nouvelles machines Indigo, des nouvelles machines Heidelberg, des nouvelles machines KBA, des nouvelles machines Lambda. Ces machines vont permettre enfin de réaliser le rêve de tout le monde, d'imprimer tout en numérique très très vite et pas cher. Alors pour finir, la personnalisation, où est-ce qu'on va la trouver? Parfois, elle sera faite, si on commence par le bas de la slide, ça sera fait chez l'imprimeur. Parfois, ça sera fait chez la société qui met les produits en boîte. Ça peut être aussi fait dans le point de vente. Ça va dépendre des environnements. Et dans certains cas, ça ne sera pas nécessaire, la personnalisation. On va pas tout personnaliser non plus, mais on peut. Il y aura des campagnes globales. Il pourra y avoir des campagnes très spécifiques qui sont que pour une région de France, qui sont que pour la France, que pour l'Allemagne, que pour le nord de l'Allemagne. Et puis ensuite, il peut y avoir des personnalisations qui sont individuelles. Et quand on regarde les problèmes de sécurité, là, ça sera pour tous les produits. Donc, la personnalisation est en train vraiment de se structurer. On commence à avoir les choses beaucoup plus claires à l'esprit. C'est maintenant un sujet d'actualité. Et si vous êtes dans le design des produits, si vous êtes des agences, si vous créez des produits, maintenant vous pouvez vraiment penser différemment. Donc en résumé et pour conclure, la personnalisation, elle arrive, elle va dynamiser le marché de l'impression, elle va changer la nature des jobs à imprimer. Ça ne sera pas 1 million de fois la même chose. Ça sera comme la fameuse campagne que j'avais faite avec les posters, que vous imprimiez 2000 posters le même ou 2000 différents, c'est la même chose. Bah, c'est ce qui va se passer en packaging. Changer la nature des jobs, ça va modifier le rôle de l'imprimeur. Certains imprimeurs vont devenir vraiment des logisticiens, d'autres vont devenir des techniciens pour imprimer des données variables, just in time, comme dans l'industrie automobile. Et enfin, c'est une tendance gagnant-gagnant pour tout le monde, que vous soyez imprimeur, marque, agence de pub ou fabricant de matériel. Tout le monde va en bénéficier. Il n'y a pas de gagnant-perdant. Tout comme l'iPhone, il n'y a pas de personnes avec des conséquences négatives. Donc la dernière chose à lire en résumé, et ça, il faut le garder à l'esprit, je l'ai gardé pour la fin, pour vous maintenir éveillé, c'est qu'on a deux mondes aujourd'hui. Un imprimeur, et il y en a dans la salle, imprimer consiste à appliquer de l'encre sur du papier ou un support de façon contrôlée et répétable. Ça, c'est comment un imprimeur voit son métier. Une marque, si vous demandez à Nutella plus tard ou à d'autres, ben, imprimer, c'est communiquer. Le packaging, ça communique. Donc, c'est deux environnements complètement différents. Et si on résume un petit peu les conséquences de la personnalisation de masse ou la personnalisation sur mesure va donner à l'impression un rôle beaucoup plus important. Chaque produit imprimé va avoir un rôle modifié. Le design des produits va être différent et le rôle de l'imprimeur va être beaucoup plus stratégique parce que l'imprimeur va devoir travailler en amont avec les marques pour bien définir est-ce qu'on met des features de security, est-ce qu'on personnalise, quel type de personnalisation, etc., etc. Donc, à la question qu'on m'avait posée au début, est-ce que la personnalisation va relancer l'économie? La réponse est clairement que ça va changer énormément la façon de travailler et que ça va dynamiser les choses. Par contre, il faut que tous les acteurs
veuille embrasser le changement.